Donc une petite exploration à la lumière de décisions de justice récentes, parce qu'il y a de plus en plus de jurisprudence concernant les intermédiaires bancaires. Et c'est aussi une manière de regarder l'évolution de ces obligations juridiques. Les obligations précontractuelles de l'IOBSP, sans entrer dans le détail, on part du principe, et c'est quelque chose qu'on affirme vigoureusement tous ensemble, sinon ce n'est pas la peine de faire ce métier, que les obligations de l'IOBSP, la réglementation de l'IOBSP est une réglementation qu'on peut comprendre. Ça peut paraître saisissant, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'exercer une profession réglementée? Ça veut dire qu'on est soumis à des règles juridiques particulières, mais surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, ça veut dire que ces règles juridiques sont compréhensibles. Eh bien, ces principes juridiques de l'intermédiation bancaire sont en réalité incompréhensibles si on les lit directement dans le Code monétaire et financier ou dans le Code de la consommation. Il faut lire le Code monétaire et financier et le Code de la consommation, surtout si vous avez mal à la tête et du mal à dormir, c'est excellent. Non, il faut parce que c'est important que vous ayez un commerce personnel avec ces normes juridiques qui sont celles de votre métier. Si vous ne faites pas ça et que vous comptez sur d'autres pour vous les expliquer, ce n'est pas suffisant. En revanche, il faut comprendre que le Code monétaire et le Code de la consommation ne sont pas là pour vous expliquer ces obligations. Ils les rendent peu claires. Donc le propos, mon principe, mon point de vue, c'est que ces obligations peuvent et doivent être claires pour vous. Si on dit que les obligations précontractuelles sont des obligations d'information et de conseil, on a tout dit et on n'a rien dit. Tout est une information. Si en revanche, en marchant sur la tête du Code monétaire et du Code de la consommation, on crée une forme de rubrique parlante, explicite. Par exemple, on dit qu'il y a une obligation de présentation de l'IOBSP. On dit qu'il y a une obligation de description des caractéristiques essentielles d'un contrat. On dit qu'il y a une obligation d'explication qui repose sur le fait que ce contrat est adapté à un profil de client, qu'il peut y avoir aussi une obligation de mise en garde, c'est spécifique, et enfin qu'il y a une obligation de conseil, qui ne concerne que le courtier en crédit immobilier et pas les autres IOB et pas la banque non plus. Donc si on fait ça, si on fait ce travail de rubricage, on a fait un travail qui est utile pour comprendre les obligations précontractuelles de l'IOBSP, et tout ça, vous pouvez les retrouver dans ce support. Alors c'est par ici, je crois que le truc se met à bouger tout seul, donc on va le laisser faire, et moi je vais vous expliquer ce qui est marqué dessus. Ces obligations précontractuelles, elles ont quelle coloration dans l'actualité de 2019 ? La première, c'est qu'on a eu grand peur avec la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 janvier 2018, qui disait en substance, quand il y a un courtier, quand il y a un intermédiaire, la banque n'a plus rien à faire. Ça, c'est l'approche juridique classique de la Cour de cassation, qui aime beaucoup les banques, qui confond un peu le droit bancaire avec le droit des banques, qui ne sait pas trop ce que c'est qu'un intermédiaire, et donc qui, le 10 janvier 2018, nous dit quand il y a un intermédiaire bancaire, la banque n'a pas grand-chose à faire. Donc, actualité, on va revenir en arrière. Actualité juridique de 2019. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. La Cour d'appel de Paris, le 22 mai 2019, dit « Le fait que l'emprunteur soit assisté par une tierce personne n'exonère pas la banque de ses propres obligations. » Donc ça, c'est un apport extrêmement intéressant. Et vous voyez au passage, on le verra pour tous les autres exemples jurisprudentiels que je suis allé analyser dans la production judiciaire, on verra que c'est aussi une façon de montrer que l'intermédiation, le droit de l'intermédiation bancaire est un droit qui est mouvant, qui bouge. Mais pas au sens où on veut le dire tout le temps, un droit qui bouge de façon un peu volcanique et qu'on ne sait pas attraper et chaotique. Non, c'est un droit aussi qui se précise. C'est ça aussi que je veux vous montrer à travers ces quelques exemples. Donc là, on a une précision, une première précision qui est assez intéressante. On en a une deuxième qui ne vous intéresse absolument pas. On refait le petit jeu de domestication du support. Une deuxième qui ne vous intéresse pas, qui est la suivante, c'est la protection de la rémunération de l'intermédiaire. Là, c'est le tableau synthétique de l'analyse d'une décision de justice de Bordeaux du 30 avril 2018, c'est un peu plus ancien, mais ça reste quand même récent et contemporain, ces sujets de rémunération. Le client
est venu devant les tribunaux contester la rémunération du courtier, avec tous les arguments qui sont à gauche, toutes les raisons qui sont à droite et toutes les raisons que la Cour d'appel a pu apporter systématiquement en disant au client, eh bien non, il y a une rémunération qui est prévue. C'est vrai qu'il y a un article, L519-6 du Code monétaire et financier, qui impose à l'intermédiaire bancaire de ne pas prendre cette rémunération avant la mise à disposition des fonds, mais ça n'autorise pas le client à jouer avec la règle et à se permettre de ne pas payer le courtier, de dire j'ai résilié le contrat, de dire mais non, le crédit vous l'avez obtenu dans ma banque, parce que les clients sont propriétaires de leur banque, hein, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est des banques personnelles. Donc si vous faites un travail auprès de leur banque, ce n'est pas un travail, ça c'est une découverte aussi. Bref, toutes ces fariboles qu'aucun d'entre vous n'a jamais rencontrées, hein. Tous les clients payent spontanément au moment où vous envoyez la facture, personne ne conteste, non. C'est l'inverse, cette règle de décalage de la rémunération, elle est évidemment faite pour protéger les emprunteurs des abus, donc, disons les choses clairement, des abus commis par des intermédiaires. Eh bien, la réalité, c'est que des emprunteurs, des particuliers, des consommateurs ont parfaitement compris qu'ils pouvaient détourner la règle, faire travailler un courtier et profiter de la règle pour s'extraire de la rémunération. Donc ça, 2018, ça ne marche pas. Autre point important sur lequel je termine, on a pu se poser la question de savoir, mais oui, mais finalement, à qui revient la décision de choisir un crédit? Qui est décideur du crédit? Et en particulier, vous voyez bien la situation, si on fait peser sur l'intermédiaire d'importantes obligations précontractuelles de présentation, de description, d'explication, de mise en garde, de conseils pour le courtier, au bout d'un moment, on peut vraiment se poser la question de savoir à qui revient le choix du crédit. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'intermédiaire qui choisit le crédit à la place du client? Eh bien, cette question très intéressante, très pratique aussi, elle a été posée par un tribunal à la Cour de justice de l'Union européenne le 6 juin 2019. Donc c'est vraiment tout récent. Et la Cour de justice de l'Union européenne a répondu de façon très claire aussi. Je reprends les phrases. Ici, vous les avez devant les yeux. A répondu de façon très claire en indiquant que, bien sûr, il y avait toutes ces obligations d'information à délivrer, mais que pour autant, la question de l'opportunité de souscrire un crédit revenait de façon massive et définitive à l'emprunteur. Donc ça, c'est aussi un aspect qui peut vous paraître très théorique, mais qui, en pratique, dans l'effort de précision du droit de l'intermédiation bancaire que ça représente, est extrêmement confortable pour l'intermédiaire. Ça n'est pas parce que vous précisez énormément les choses auprès du client, ça n'est pas parce que vous respectez les obligations de l'IOB que vous avez pris la moindre responsabilité dans le choix du crédit. C'est absolument clair. Et donc, symétriquement et en conclusion sur ce point, vous avez donc tout intérêt à être extrêmement méticuleux et extrêmement rigoureux dans la délivrance de vos obligations précontractuelles, de façon à vous protéger, puisque c'est le client qui fait finalement le choix du crédit. Ça, c'est un truc que je rappelle, mais rapidement, hein, c'est juste pour mémoire. Il faut se souvenir que les obligations précontractuelles de l'intermédiaire bancaire ne sont pas celles du prêteur. Donc n'attendez pas non plus, notamment si vous êtes courtier, n'attendez pas non plus que la banque délivre des obligations précontractuelles à votre place, même si on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de double emploi. Normalement, le support est un peu plus sage ensuite. On va pouvoir revenir à une présentation. Sur la cyberintermédiation, 2-3 points clés simplement, hein, sans rentrer dans le détail. Le tout premier, c'est de bien avoir à l'esprit que lorsque vous faites de la vente numérique, digitale, à distance, etc., vous entrez nécessairement dans un autre mode de commercialisation. Vous avez les obligations de l'IOBSP, on vient d'en rappeler un échantillon. Si vous vendez autrement qu'en face à face, vous rentrez dans d'autres principes de vente que vous devez appliquer, que vos contrats doivent refléter et que vos pratiques de vente doivent refléter. Donc ça, c'est le premier point. Ces obligations sont essentiellement celles de la vente à distance et ça peut être également celle du démarchage. Ne confondez pas démarchage et vente à distance, ce sont deux choses différentes qui peuvent s'enchaîner. On peut avoir du démarchage suivi de vente à distance, on peut faire de la vente à distance sans aucun démarchage. Donc ça, c'est une petite complexité qu'il faut bien avoir à l'esprit.
pareil, en sécurisant les choses à partir de vos documents contractuels. Très trivialement, vous devez avoir des documents contractuels qui sont prévus pour la vente en face à face et qui sont également prévus pour la vente à distance ou la vente dématérialisée. Le deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est celui de la signature électronique. Il y a beaucoup de confusion dans la pratique, dans ce qu'on observe sur la signature électronique. Et la signature électronique, c'est pas un truc, c'est pas une signature qu'a faite le client et qu'on a photocopié ou qu'on a scanné sur un coin de table ou avec un. Donc ça, c'est les articles. Vous aurez tout ça, je les commande pas. C'est trop raide pour une fin d'après-midi. Mais le point essentiel à retenir, c'est que dans les signatures électroniques, elles ont des caractéristiques juridiques. Si vous ne respectez pas les caractéristiques juridiques d'une signature électronique, ça n'est pas une signature électronique. Quand bien même elle est dématérialisée, tracée par un stylet, scannée ou tout ce que vous voulez. Il y a 3 niveaux de sécurité pour les signatures électroniques, ce que la loi appelle simple. Vous avez le niveau avancé, vous avez le niveau qualifié. Le niveau simple est très insuffisant pour assurer de la sécurité juridique. Le niveau avancé est parfait quand vous faites de la vente à distance d'intermédiation, de contrats d'intermédiation bancaire. Le niveau qualifié est celui qui est utilisé pour des contrats, des actes authentiques, des actes d'avocat, des actes chez le notaire. Dernier point d'attention, ça c'est la jurisprudence aussi qui nous interpelle sur ces sujets-là. Je parle du dernier que vous avez devant les yeux sur la page. C'est donc la Cour d'appel d'Orléans, en mai 2019. Ça m'a amusé parce que ça rappelle quelque chose qui peut être un enseignement utile au titre des actualités qui peuvent vous intéresser. C'est pas parce qu'on a un dispositif sophistiqué, numérique, digital, avec des tas de noms sympas, que les réflexes de base doivent disparaître. Ici, vous aviez un contrat sur lequel se posait la question de la signature du client. Et en fait, on s'aperçoit, après des analyses très sophistiquées dont je vous épargne le détail, que tout simplement la signature ne correspond pas à celle qui est sur la carte d'identité du client. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez avoir des systèmes très sophistiqués, des systèmes raffinés. Au final, il faut quand même garder des bons réflexes et des réflexes simples. Le client a une pièce d'identité, un passeport, une carte nationale d'identité. La signature, quand bien même elle est électronique, authentifiée, aussi raffinée que vous voulez, elle ne peut pas être différente de celle qui est présentée sur une pièce d'identité. Donc ne pas perdre les bons réflexes dans un environnement digital ou numérique. L'assurance emprunteur, beaucoup de choses à dire dans l'actualité sur l'assurance emprunteur, peut-être des choses simples pour commencer. C'est un marché spectaculaire, l'assurance emprunteur. Vous avez 85% du marché de l'assurance emprunteur en France qui est représenté par le produit vendu 2 fois plus cher. Donc vous avez des gens qui spontanément, d'eux-mêmes, de leur propre volonté, se précipitent vers des produits qui sont vendus 2 fois plus cher. Et ça pose de questions à absolument personne. Imaginez simplement que les intermédiaires bancaires se mettent à vendre un produit qui soit 2 fois plus cher que ce qui est à côté du marché. Ce serait la révolution absolue. Vous auriez la police sur le dos tout de suite. Il y aurait de la garde à vue dans l'air. Là, parce que c'est fait par des établissements de crédit qui s'appellent les banques, c'est tout à fait autorisé. En fait, ça ne l'est pas. En tout cas, c'est parfaitement toléré, et je dirais c'est scandaleusement toléré. Donc c'est l'atteinte à la fois à une liberté, à un droit des emprunteurs, un droit qui est de plus en plus reconnu, je vous passe le détail, qui va l'être de plus en plus. J'étais dans une table ronde il y a 15 jours avec le sénateur Bourquin, qui est l'auteur du fameux amendement. Il va en proposer un autre. Mais ce n'est pas suffisant tant qu'on n'aura pas de sanctions. Vous avez des normes, mais si vous n'avez pas de police et de tribunaux qui sanctionnent, ça ne sert à rien. Donc c'est la situation dans laquelle on est. Et là, c'est la scandaleuse passivité de la CPR qui est censée superviser tous ces sujets-là. Pour aller à l'essentiel sur ces... donc là, une décision a été rendue timidement pour condamner les pratiques d'une banque dont on ne donne pas le nom. Comme ça, on ne dit pas que c'est un crédit agricole. Il ne faut pas le dire. Donc ça, c'est pas sérieux. Pour aller vite, il y a énormément d'angles juridiques par lesquels ces pratiques commerciales peuvent être critiquées. Le devoir de conseil en matière d'assurance qui s'est renforcé le 1er octobre 2018 pour tout le monde. La gouvernance en matière de produits d'assurance, tout ça, c'est des enfreintes à la gouvernance en matière de produits d'assurance. Vous avez des enfreintes au Code de la consommation, notamment du point de vue des pratiques déloyales. C'est après.
Mais en tout état de cause, la chose la plus importante, s'il y a une chose à retenir sur le sujet de l'assurance emprunteur et si on veut progresser sur l'assurance emprunteur, c'est qu'on prend très peu en considération dans les besoins et les objectifs du client la notion de prix. On s'intéresse énormément aux garanties dont il a besoin, aux objectifs qui peuvent être les siens en matière de couverture, mais très peu en matière de prix. S'il y a un progrès important à faire dans les pratiques, c'est d'intégrer systématiquement l'importance du prix, l'importance que revêt le prix du produit pour le client. Si on ne fait pas ça, l'action commerciale forcée des banques, les ventes forcées des banques, ne sont pas facilement critiquables. Mais en revanche, si le prix est présent dans les besoins du client, là, les pratiques déloyales et agressives des banques peuvent devenir critiquables. Deuxièmement, il faudra qu'il y ait un jour ou l'autre un procès. Il faudra qu'il y ait un jour ou l'autre. Pourquoi ? J'ai passé une étape importante. L'IOBSP est complètement démunie vis-à-vis de la banque. Les banques activent des déconventionnements, des ruptures de conventions de partenariat parce que vous n'êtes pas sage en matière d'assurance emprunteur. Ça, c'est évidemment inadmissible. C'est une forme de raquette économique et une atteinte à l'indépendance économique et même une atteinte plus générale à la façon dont le courtage se développe en France. Donc ça, ce n'est pas acceptable. La seule façon de le faire progresser, puisque le courtier, l'intermédiaire, ne peut pas s'attaquer directement à la banque sans risquer sa vie économique, c'est de prendre des options de contournement. Une des options de contournement, c'est qu'il faudra trouver des clients assez volontaires pour engager des procès contre des banques qui ont vendu des produits 2 fois plus chers avec des garanties souvent médiocres, pour peu que le prix figure dans le travail de recensement des besoins du client tel qu'il a pu être fait. Là-dessus, dernier point sur l'assurance emprunteur, je reparticipe à une autre table ronde dans 15 jours. Je vous sollicite, pour vous qui êtes intermédiaire bancaire, vous pouvez envoyer tous les exemples des pratiques qu'utilisent les banques pour forcer l'assurance de groupe, obliger les intermédiaires à vendre l'assurance de groupe. J'ai déjà des tas d'exemples. Vous pouvez les envoyer de façon anonyme. Vous avez mon adresse mail. Je ne citerai pas vos noms, mais tout est possible. Les efforts de créativité pour expliquer que certains biens immobiliers échappent au droit de substitution. La maison est orientée au nord ou elle a 3 fenêtres ou des tuiles rouges, donc par définition, pas de possibilité. Tous les jeux autour de la date anniversaire, la fameuse date anniversaire, le temps que je discute autour de la date anniversaire, la date anniversaire est passée. Joyeux anniversaire. Vous pourrez substituer l'assurance emprunteur dans 1 an. Dernier segment et champ de créativité en matière de résistance à l'assurance emprunteur, c'est de demander des documents qui n'existent pas, comme par exemple un certificat d'adhésion. C'est le certificat qu'on demande à des assurances, pour des assurances de groupe ou tout autre document qui n'existe pas en matière d'assurance déléguée. Là, évidemment, c'est l'imagination bureaucratique absolue. J'invente des documents qui n'existent pas, je les demande, vous ne les produisez pas, donc vous n'avez pas le droit à l'assurance. Je passe sur les barèmes de crédit qui ne sont pas les mêmes selon que vous proposez l'assurance déléguée ou l'assurance de groupe. Toutes ces pratiques, avec des exemples concrets, m'intéressent pour les citer dans une table ronde où se trouvera la CPR et pour essayer de faire évoluer les choses. Ultime suggestion, il serait bien que les conventions de partenariat soient un peu plus reconnues. La CPR, c'est une suggestion, pourrait produire, il y a peut-être des gens de la CPR dans la salle, on ne va pas leur demander de lever la main, la CPR pourrait produire des recommandations en matière de convention de partenariat et par exemple, il y aurait beaucoup de choses à mettre, mais une idée assez géniale serait de rappeler dans ces conventions de partenariat avec les courtiers que l'assurance emprunteur est un droit de l'emprunteur, que le courtier peut exercer son travail comparatif librement, et que la banque n'a évidemment rien à faire en matière de décision de l'assurance emprunteur, si ce n'est de poser des exigences de risque. Donc des conventions de partenariat qui rappelleraient la liberté de l'IOBSP et d'autres choses à mettre. Tout ça promulgué par la CPR, ce serait sympathique. Dernier thème de cette mosaïque d'actualité du crédit pour 2019, le service de conseil en crédit. C'est quelque chose qui reste encore assez méconnu et, pour être honnête avec vous, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que c'est un service d'une clarté absolue non plus. Ce n'est pas clair, il y a encore des points sombres. J'ai répercuté dans les diapositives les textes qui s'appliquent, mais pour les expliquer très simplement, il s'agit d'un travail, d'une prestation de service qui s'exerce en
crédit immobilier qui vous permet de conseiller un client, de lui remettre une analyse avec une recommandation sans intermédiation, sans contact avec la banque, sans négociation avec la banque. Vous travaillez avec un client en face à face, il vient chercher chez vous cette prestation, il la rémunère, il vous paye indépendamment de la mise à disposition des fonds, il y a de la TVA, ce n'est pas l'intermédiation, donc il y a de la TVA par définition. Et évidemment, ça permet de contourner toute la relation avec la banque, et en particulier, je vous laisse lire quelques éléments, en particulier lorsque la relation avec la banque devient un petit peu compliquée. Beaucoup de zones d'ombre sur ce service de conseil en crédit indépendant, notamment très clairement l'attitude des banques. Il y a des questions sur est-ce que le mandat de recherche de capitaux est opposable de force à la banque. Moi, je vous ai donné un point de vue, c'est que le courtier ne peut rien imposer de force à la banque. Il n'y a aucune voie à espérer dans un bras de fer entre le courtier et la banque. Mais ici, si vous devez délivrer ce service de conseil qui nécessite un contrat spécifique, ça ne peut pas être un contrat d'intermédiation et de recherche de capitaux, hein, il y a quand même des précisions à obtenir de la banque, très clairement. Qu'est-ce qui se passe quand un client passe le seuil d'une agence avec un document provenant d'un courtier sur lequel il y a marqué devoir de conseil, service optionnel de conseil en crédit. Comment la banque l'accueille? Qu'est-ce que la banque fait avec? Comment la banque sert? Comment l'intermédiaire obtient les informations pour effectuer correctement ce devoir de conseil? Tout ça, c'est des zones absolument vierges que beaucoup d'IOB commencent à explorer très très activement et qui peuvent se développer de façon réelle. Voilà les 4 points que je voulais vous présenter aujourd'hui au titre des actualités et de cette dernière conférence dans le cadre de cette édition 2019 du Salon. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des observations, des indignations? Oui. Ah, alors les micros circulent. Bonjour, je reviens par rapport à toutes les obligations précontractuelles. Ouais. Quand on est voilà, une agence, on ne va pas forcément dire grosse, mais moyenne, et qu'on a des collaborateurs salariés et mandataires, en tant que responsable d'entreprise, quelle responsabilité on a si les collaborateurs ne vont pas dans le sens et n'appliquent pas forcément tout ce qui doit être fait? Quel est votre risque et votre responsabilité lorsque des obligations précontractuelles sont enfreintes? Enfreintes par des collaborateurs indépendants, en fait. Parce que bon, les salariés, on a la main pour récupérer, mais le mandataire, s'il dit, en gros, moi je suis indépendant, ce que tu me dis c'est bien mignon, mais j'ai pas de compte à te rendre. Beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir s'il est possible de contrôler un indépendant. Un salarié, la question se pose moins. Dans le contrat de travail, il y a une dimension importante qui est la relation, le lien de subordination. Le lien de subordination permet, de façon très ouverte, l'exercice du contrôle. La question se pose de savoir comment je contrôle un MIOB quand je suis intermédiaire. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'intermédiaires sont réticents à contrôler les MIOB au titre de cette indépendance qu'on répète à longueur de contrat et dont on sait bien les uns et les autres, il y a peut-être aussi des MIOB dans cette salle, dont on sait bien les uns et les autres que la trouille suprême et finale et ultime de tout ça, c'est de se dire un jour, il va me requalifier le contrat de mandat en contrat de travail. Il va me demander... Alors, ce n'est pas une trouille stupide, hein. La Cour de cassation, le droit français, considère que ça n'est pas le titre du contrat qui détermine le contrat. Et ça, c'est un enseignement qui a été rappelé, juridique, qui a été rappelé très récemment, avec toutes les affaires des types sympathiques qui pédalent sur leur vélo pour nous apporter leur nourriture, qui avaient des contrats d'indépendants et pour lesquels la Cour de cassation a dit il y a moins d'un an, mais ce n'est pas des contrats indépendants, c'est des contrats de travail. Donc ce risque de requalification, il existe. Et à côté, la première question, celle que vous posez, qu'est-ce que j'ai le droit de faire en matière de contrôle? Eh bien, la réalité, elle est très simple. Vous devez faire coexister les deux, mais surtout contrôler le MIOB. Surtout mettre à la charge du MIOB des obligations de compte rendu. Le contrat de mandat, au sens du Code civil, c'est l'article 1984 du Code civil, c'est un des rares dont je me souvienne.
Ce contrat de mandat au sens du Code civil contient l'obligation de rendre des comptes. Donc, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a absolument aucune difficulté à demander à un indépendant dans son organisation et dans son activité, de rendre des comptes. Ça fait partie de ses obligations. Et donc ça, il faut juste le marier de façon astucieuse, équilibrée et correcte dans un contrat. Mais vous ne pouvez pas, un courtier ne peut pas se dispenser de demander à un mandataire, à un MIOB, de lui rendre des comptes. Et un MIOB ne peut pas dire à un courtier « je ne rends pas de compte parce que je suis MIOB et que je suis indépendant ». Ce n'est pas là que se situe l'indépendance, voyez. Pour terminer ma réponse, plus le compte-rendu, les obligations dont je parle, sont calées sur le droit bancaire, sur le droit de l'intermédiation bancaire, plus le courtier est légitime à demander au MIOB des comptes. A l'inverse, si le courtier demande des comptes sur des sujets qui ne sont pas des sujets dans le droit bancaire, qui n'ont aucun rapport avec l'activité, là, je rentre dans une zone de risque. Donc retenez bien, il faut demander des comptes au MIOB. Et le MIOB doit des comptes à son courtier. Ça peut être déplaisant et urticant, mais c'est la réalité du droit et c'est la sécurité. Sinon, vous engagez votre responsabilité et vous l'engagez très, très fortement. Je termine là-dessus pour répondre à votre question. Vous avez deux contrats de MIOB. Un dans lequel le MIOB n'a pas de compte à rendre et un dans lequel il a des comptes à rendre. D'accord ? S'il a fait des erreurs, quelles qu'elles soient, on ne va pas les qualifier, intentionnelles, de maladresse, fortes, pas fortes. Si c'est dans le contrat et qu'il a des comptes à rendre, le courtier est en sécurité. S'il n'y a rien dans le contrat et que le MIOB fait ce qu'il veut, la responsabilité du courtier peut être lourde et fortement engagée. Pour être très honnête, il y a de la jurisprudence sur beaucoup de choses, assez peu sur des questions, il y a notamment de la jurisprudence sur des co-responsabilités de banques et de courtiers, et assez peu sur des co-responsabilités simplement de MIOB et de courtiers. Mais ce qu'on aura vraisemblablement, aujourd'hui, quand il y a un contentieux entre une banque et un intermédiaire, en général, le courtier choisit de ne pas mettre le MIOB dans le contentieux, ce qui est assez sage à tout point de vue. Quand déjà le client a en face la banque et le courtier et qu'il faut déjà régler la relation banque-courtier qui est un peu particulière devant un juge, c'est déjà beaucoup. Si en plus il faut mettre un MIOB, on complique un peu les choses. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas, comme n'existe pas à ma connaissance, ou en tout cas pas de façon abondante, des contentieux uniquement entre courtier et MIOB. Il est rare que la banque soit absente du contentieux judiciaire. Un micro là-bas. Bonjour, je venais sur le démarchage bancaire. Oui. Les obligations, rendez-vous à domicile, démarchage bancaire. Je suis sur un salon de l'immobilier, je prends un contact, je l'appelle, est-ce qu'on est dans le démarchage bancaire ? Un agent immobilier me donne un contact, je l'appelle, est-ce qu'on est dans le démarchage bancaire ? Je ne vois pas qui parle. C'est moi. Ah, vous êtes là, pardon. Excusez-moi. Un agent immobilier. Alors, il y a plusieurs exemples. Plusieurs exemples, en effet, c'est savoir est-ce que l'IOBSP est lié au démarchage bancaire ou pas. Est-ce qu'il est contraint du démarchage bancaire? Et après, je veux prendre 3 exemples. Je fais un rendez-vous à domicile sur lequel je fais signer un mandat au domicile du client. J'ai un contact qui m'est envoyé par un agent immobilier, donc je sollicite ce prospect qui m'a rien demandé initialement. Et troisièmement, je suis sur un salon, je le rencontre, je lui propose un rendez-vous. Il n'est pas non plus dans un lieu propre au crédit. Vous avez 3 questions, vous soulevez 3 exemples différents qui montrent que vous avez certainement une bonne compréhension de la question du démarchage bancaire. Il n'y a pas de définition simple et claire, malheureusement, à retenir du démarchage bancaire. Je serais bien en peine de vous en donner une. En revanche, les textes sont assez clairs, relativement clair sur les situations de démarchage bancaire. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que tout contact non sollicité par le client et tout acte de vente ou tout contact qui se situe en dehors de lieu habituel de vente du professionnel, pour faire simple, on va dire l'agence dans laquelle le courtier exerce ses activités, eh bien tous ces contacts-là et toutes ces ventes-là vont assez facilement entrer dans le démarchage bancaire. Donc je vais chez un client, c'est du démarchage bancaire. Je
démarche un client à mon initiative, un client qui ne l'a pas réellement demandé. Alors le cas de votre exemple où l'agent immobilier vous dit que pourrait laisser penser qu'il y a une initiative du client. Donc là, on est dans des zones de discussion, mais je vais répondre. Et sur les salons, pour être très honnête avec vous, il y a un débat. Je ne trouve pas dans la définition du démarchage bancaire l'exclusion. Il faut dire que le démarchage bancaire est abrité dans le code monétaire et financier, alors que le démarchage en général est dans le code de la consommation. Le démarchage est dans le code de la consommation, sauf le démarchage bancaire, qui est resté séparé pour des raisons qu'on ne comprend pas bien. Ça ne contribue pas à la clarté des choses. Il y a une exclusion, en général, pour les foires et les salons. Les foires et les salons, dans le code de la consommation, ne sont pas considérés comme du démarchage bancaire. Cette exclusion n'est pas apparente dans le démarchage vu par le code monétaire et financier, dont il faudrait conclure qu'une foire et un salon, c'est du démarchage bancaire. Je ne trouve pas de jurisprudence très claire sur ce sujet assez passionnant, si on peut dire. Après, il faut trouver des réponses pratiques. Vous n'avez pas besoin d'un cours de droit tous les matins et le client non plus. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure reste valable, quels que soient les cas de figure. Vous voyez bien, ça est intéressant de votre question, vous voyez bien que vous n'allez pas faire une analyse juridique poussée pour chaque cas de relation en essayant de voir là où vous êtes, là où vous n'êtes pas, là où est le client, en se disant peut-être que, peut-être ben. Bon. La précaution pratique, elle est simple, elle est de deux ordres. La première, j'ai un contrat d'intermédiation bancaire, de recherche de capitaux par exemple, qui prévoit le cas du démarchage et de la vente à distance. Attention, hein, je ne vais pas insister là-dessus tout à l'heure, mais je le fais là, je le souligne. On parle de démarchage d'intermédiation bancaire. Je démarche pour vendre un contrat et un service d'intermédiation. Ce n'est pas la même chose que le démarchage d'un crédit. Ce n'est pas un salarié d'une agence bancaire qui fait du démarchage pour faire signer un contrat de crédit. Vous faites du démarchage en tant qu'intermédiaire pour faire signer un contrat qui porte sur une prestation d'intermédiation bancaire. Donc la simplicité, c'est d'avoir ce contrat d'intermédiation bancaire qui comprend la vente à distance et le démarchage, ce que je disais tout à l'heure, que vous n'ayez pas plusieurs contrats, courant le risque que le contrat utilisé dans le cadre d'un démarchage soit du face-à-face. Et après, la règle, elle est basique. Si vous n'êtes pas en face-à-face dans votre lieu de vente habituel, votre agence, c'est du démarchage. Après, il y a d'autres... le fait qu'on soit dans du démarchage ou de la vente à distance entraîne d'autres obligations que je ne détaille pas ici, mais qui ne sont pas surréalistes ni compliquées à régler dans un contrat d'intermédiation bancaire. Au contraire, elles sont tout à fait... On peut les traiter de façon... Là aussi, je redis une chose que je dis souvent. Hein. Vous avez toujours deux attitudes possibles face à des normes juridiques. La première, c'est de dire « c'est trop compliqué, je m'en occupe pas, j'y comprends rien, donc je fais rien ». Et la deuxième, c'est d'essayer de faire un petit quelque chose. Le petit quelque chose, il peut ne pas être génial, vous pouvez le faire tout seul, avec un consultant, avec un avocat, vous pouvez le faire comme vous voulez. Un petit quelque chose de juridique est toujours mieux pour votre sécurité que rien. Un petit quelque chose, je suis dans votre question, un petit quelque chose dans votre contrat sur le démarchage et la vente à distance est mieux que rien du tout dans votre contrat sur le démarchage et la vente à distance. S'il y a un contentieux, et il y a beaucoup de contentieux sur le démarchage et sur la vente à distance, et il y a beaucoup de contentieux quand il y a aussi à côté des gens qui vendent d'autres produits. J'en ai personnellement, et j'en vois sur le marché, entre guillemets, des gens qui vendent de la rénovation thermique, du panneau photovoltaïque, avec des gens à côté qui font du regroupement de crédit ou du crédit à la consommation. Et tout ce monde-là se retrouve assez rapidement chez le juge. Donc il y a du contentieux sur le démarchage et sur la vente à distance, et c'est pour ça que j'ai attiré votre attention là-dessus, outre le fait que se développent des plateformes aussi, hein, il y en a ici. Il vaut mieux un petit quelque chose plutôt que rien, il vaut mieux quelque chose sur le démarchage et la vente à distance, ça permet de dire au juge, j'ai pris la question en considération, vous ne pouvez pas dire que je ne m'en occupe pas. Il vaut mieux des mentions légales d'un site internet un peu travaillées, un peu précises, même si vous n'avez pas tout juste, plutôt que des mentions légales totalement chaotiques ou totalement dépassées ou obsolètes. En matière de conformité, même si vous ne faites pas juste à 100%, donc vous ne serez pas conforme pour dire les choses, il vaut mieux toujours avoir montré que vous avez fait des efforts, que vous avez essayé de comprendre la règle, que vous avez essayé de l'appliquer, plutôt que refermer le sujet et se dire « je n'ai rien fait ». Ça, c'est aussi une règle pratique
qui peut vous guider dans vos activités. Ne refermez jamais trop vite le code monétaire et financier ou le code de la consommation ou le PowerPoint du salon du crédit parce que vous n'y comprenez rien. Ça peut se traduire par quelque chose et ce quelque chose peut avoir un effet de protection dans vos activités. Oui, bonjour. Oui, tout à l'heure, vous avez fait allusion au service optionnel de conseil. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est un contrat spécifique qui existe? Voilà. Donc il n'y a pas de très peu dans l'activité d'intermédiation. Dans l'activité. Ah, vous ne le voyez pas. Bon, ça ne projette plus. Il y a très peu dans l'activité d'intermédiation de contrats en libre service et en distribution. La CPR ne met pas à disposition des modèles de contrats, les tribunaux non plus, l'ORIAS non plus. Donc c'est forcément des travaux spécifiques. Comme vous êtes dans un monde assez nouveau, notamment en matière juridique, et assez restreint en matière économique, on n'est pas dans une activité massive, c'est des contrats qui sont forcément, et qu'on est dans une réglementation récente en plus pour ce contrat-là, c'est des contrats qui sont forcément sur mesure et à construire. Donc vous en passez commande à un prestataire, vous les faites vous-même à la lecture du code monétaire et financier. Tout est possible, mais en tout cas, il n'existe pas de modèle tout fait, accessible, gratuit, etc. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un sujet qui est devenu extrêmement... qui a fait beaucoup de mouvements en 2019, que le mouvement de déconventionnement des banques a beaucoup attisé. Donc il y a énormément de questions, énormément d'IOB qui se posent des questions sur ce service, la manière de le mettre en place. Est-ce que ça peut être fait dans la même société d'intermédiation que celle que vous avez? Est-ce qu'il faut créer une deuxième société? J'ai dit tout à l'heure que ces prestations-là sont soumises à TVA. L'activité d'intermédiation que vous exercez, elle est normalement hors TVA. Vous avez donc ce que j'ai signalé tout à l'heure abondamment, la façon dont on doit le pratiquer avec les banques. Vous avez énormément de questions techniques, pratiques, qui se posent sur ce contrat-là, mais qui n'empêchent pas fondamentalement d'avancer, parce que c'est un sujet sur lequel il faut avancer, c'est un sujet sur lequel il faut contrer le mouvement de déconventionnement auquel que tout le monde rencontre. Je ne vois pas d'exception. Et donc, du coup, en 2019, ça a vraiment été quelque chose de caractéristique, les interrogations sur ce contrat de service en crédit immobilier. Mais pas de modèle, c'est la mauvaise nouvelle, pas de modèle type gratuit, facilement accessible. Gratuit ou pas, hein. Mais il y a peut-être un site à créer de documents juridiques gratuits. Vous avez une... Est-ce qu'après la mission de conseil, il peut y avoir un mandat de recherche de prêt type IOBSP normal? Alors, c'est une question qui ne s'est pas posée, dont on ne connaît pas la réalité pratique, encore une fois. Il y a très peu de pratique sur ce service-là. Quand vous avez à faire coexister ou succéder des contrats, la réponse théorique est en principe que leur succession est toujours possible. La précaution monumentale à avoir tout le temps, c'est de bien, surtout dans vos activités, c'est de bien veiller à ce qu'en aucune façon on puisse penser que les contrats sont simultanés. Il ne faut absolument pas que vous puissiez avoir d'un côté avec le même client et la même structure un contrat de conseil en crédit immobilier et simultanément un mandat de recherche de capitaux avec le même client et à peu près les mêmes objectifs. Donc il n'y a rien a priori qui pourrait s'opposer à la succession de prestations. Il y aurait peut-être des précautions à prendre quand même dans la recherche, notamment là, comme ça immédiatement, on voit que pourrait se poser la question de savoir pourquoi un client aurait payé pour un contrat dans un premier cas, pourquoi on lui demanderait de payer à nouveau si vous avez un modèle d'honoraires dans l'intermédiation, pourquoi on lui demanderait de payer à nouveau pour une autre prestation. Donc peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas double rémunération pour le coup pour une même prestation. Je redis, j'en profite de votre question, pour redire que dans votre vocabulaire,
oubliez les mots de double rémunération de l'intermédiaire. La double rémunération de l'intermédiaire n'existe pas. Il y a une rémunération faite ou pas par le client pour une prestation précise, de l'analyse, de la collecte, du conseil au client, etc. Et puis il y a une autre prestation qui est faite pour le compte de la banque, qui est celle de la mise à disposition d'un point de vente, d'une force de distribution, d'une capacité de publicité, de marketing, etc. À force de ressasser qu'il y a double rémunération, on laisse mariner l'idée que l'intermédiaire est payé 2 fois. C'est pas vrai. Il est payé, il a 2 prestations. Il y a des tas de gens qui ont des prestations différentes et successives, éventuellement avec un même client ou à l'occasion d'un même fait juridique ou économique, mais il n'y a pas de double rémunération. Et vous voyez évidemment ce que je veux dire quand j'insiste sur le fait qu'il faut se débarrasser de ce vocabulaire de la double rémunération. Merci. Je suis content d'apprendre. Que ceux qui veulent partir se sentent très libres. Je sais que c'est la fin de la journée. On ne se froissera pas si vous avez des trains ou des avions à prendre, mais on ne vous chasse pas non plus. Pardon. Voilà. Alors, je suis courtier dans le sud. C'est une activité secondaire en fait sur mon cabinet, parce qu'à la base je suis courtier en assurance. Et finalement, je suis content de l'information que je viens de percevoir là pour le conseil pour les crédits. Mais il faut qu'on modifie notre ORIAS pour faire ça, enfin notre enregistrement Parce qu'aujourd'hui, je suis un petit courtier, on a un partenaire qui, il ne faut pas dire de nom, donc qui a dit on ne travaille plus avec vous. J'en ai un autre qui a été racheté, j'en ai un autre qui m'a dit au mois d'août, je ne fais plus de crédit parce que j'ai atteint mes quotas. Finalement, il ne me reste qu'un seul client, qu'un seul fournisseur avec qui travailler et qui me dit ouais, mais comme j'ai déjà financé ton client, je ne peux pas, donc il faut que j'aille dans une banque concurrente, il faut encore que le client change de banque, etc. Donc, et ça fait un petit moment que je me posais la question s'il n'était pas possible de facturer juste des honoraires pour accompagner le client et lui dire voilà monsieur, je vais vous assister, en fait, on va négocier sur le coût de votre assurance, sur le coût de votre crédit, etc. et juste facturer une rémunération pour ça. Donc en fait, on peut le faire. Donc la réponse est définitivement oui. D'accord. Et donc ça, il faut que je le modifie sur mon cabis, à l'ORIAS, il faut des formations particulières, il faut juste que je crée un contrat. Voilà, il faut un contrat spécifique parce que c'est une prestation spécifique. Il faut interroger pratiquement votre comptable. Il y a des comptables qui ne supportent pas l'idée qu'une même structure puisse être exonérée de TVA sur certaines opérations et ne pas l'être sur d'autres. Donc il y a des comptables qui disent qu'il faut créer 2 structures. C'est peut-être de bon sens. Il y a un débat, pas réglé, mais je vais vous donner mon point de vue, sur le fait qu'il faut être intermédiaire ou pas pour exercer cette activité. Le code monétaire et financier, le code de la consommation également. Le code monétaire et financier dit clairement que c'est une activité exercée par un intermédiaire. C'est une activité exercée par un intermédiaire qui n'est pas de l'intermédiation. C'est un peu tordu à comprendre, mais c'est ce que dit le texte. D'où l'intérêt de lire les textes de temps en temps. Donc ce n'est pas l'intermédiation, mais il faut être intermédiaire. Donc je suis sceptique sur... je n'aime pas personnaliser les choses. Je n'ai pas à être sceptique ou pas. Le droit dit qu'il faut être intermédiaire. On entend qu'on peut exercer cette activité de conseil indépendant en crédit immobilier sans l'être. Ça paraît douteux. L'ORIAS est là, on peut les interroger, mais l'ORIAS n'a pas vocation à exposer des développements juridiques ou donner des conseils juridiques. Mais il n'y a pas de difficulté à immatriculer les choses. Si c'est une société d'intermédiaire, il faut des statuts qui permettent de faire de l'intermédiation, y compris le conseil. Mais ça ne pose pas de difficulté, en réalité, parce que les statuts n'entrent pas dans ce niveau de détail. De toute façon, quand vous créez des statuts d'intermédiaire bancaire, il faut être très vigilant sur la rédaction de l'objet social. Vous savez bien que vous avez des traces d'objet social à produire quand vous vous inscrivez à l'ORIAS, et si vous n'avez pas les bonnes mentions, c'est cuit pour l'immatriculation. Ici, il s'agit de conseil. Par définition, le courtier, par exemple, donne du conseil. Donc le statut d'une société n'a pas à faire de distinction aussi raffinée sur le travail de conseil pour savoir s'il est obligatoire, comme il l'est pour le courtier en crédit, ou s'il est optionnel, comme dans le cadre de services. Là, on va trop loin. Il n'y a pas de nécessité. Et après, j'ai une autre question. Est-ce que l'ACPR, du coup, puisqu'on cotise, et il nous contrôle nous, mais il contrôle aussi les établissements bancaires, pourquoi l'ACPR ne met pas un petit haut là en disant, bah oui, parce que comme je suis courtier en assurance, par exemple, je vais démarcher, puisque je me retrouve avec quasiment plus de fournisseurs, puisque les partenariats, en fait, sécrètes, voilà, tombent. Et après, on me dit, bah oui, mais alors, comme tu fais de l'assurance, en fait,
on va pas travailler avec toi, tu comprends, parce que l'assurance habitation, bah, tu vas nous la reprendre, l'assurance de la bagnole, tu vas la prendre, l'assurance emprunteur, tu vas la reprendre. Mais si c'est dans l'intérêt du client, pourquoi la CPR va pas voir la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, le Banque Populaire, en fait tous les banquiers, en leur disant, bah, écoute Toto, si tu as décidé de travailler avec les courtiers, tu travailles avec les courtiers, mais tu les laisses indépendants. Pourquoi on leur met pas une épée de Damoclès à eux et toujours sur nous, les petits? Là, on me dit, en gros, si tu veux continuer à travailler, il faut que tu travailles avec des gros, en fait, des firmes nationales. Et là, tu pourras continuer à travailler. Donc, il faut que je paie des droits d'entrée, il faut que je paie des royalties, il faut que je paie des taxes, etc., etc. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Vous avez un système bancaire qui, depuis un demi-siècle, propose de façon directe les banques, protège de façon directe les banques, et vous avez une autorité de supervision bancaire qui protège de façon directe les banques. J'ai une théorie personnelle là-dessus. La mission de la CPR, c'est un des articles du Code monétaire et financier, est double. Elle consiste à la fois à préserver la stabilité du système bancaire et à la fois à protéger les clients. Il y a un conflit d'intérêts dans cette double mission. Ben là, c'est quelquefois sur certains sujets difficiles. Je m'excuse, mais Allez-y, du coup, j'hésite à arrêter l'activité bancaire d'intermédiaire en opération de banque et me consacrer qu'à l'assurance, puisque en fait, finalement, je me dis, là aujourd'hui, j'ai facturé des honoraires pour interroger un seul fournisseur. Enfin, c'est stupide, quoi. On est à un moment de difficultés concrètes où vous pouvez vous poser des questions très vives sur vos métiers en vous disant est-ce que tout ça vaut bien la peine, est-ce que je ne vais pas changer d'activité. Les banques font une erreur monumentale en négligeant de comprendre comment a évolué leur environnement et l'importance que représente le dynamisme des intermédiaires bancaires. Leur réseau d'agences crève la bouche ouverte à petite vitesse ou à grande vitesse, peut-être à vitesse insuffisante. Leur réseau d'agences ont méprisé et stérilisé complètement la relation avec les clients. Les clients viennent voir des intermédiaires bancaires pour des taux, mais aussi parce qu'ils ont le sens de la relation client et le sens de l'accueil. Les banques ont perdu la bataille de la distribution, à l'instant de raison où on se parle, et les banques ont à leur disposition un réseau complet de 25 000 intermédiaires, dynamiques, équipés, productifs, efficaces, et tous les compliments qu'on veut. On peut aussi faire des critiques. Je ne dis pas que les intermédiaires sont tous beaux, superbes et parfaits. Ça peut me tenter de temps en temps, mais ce n'est pas la réalité non plus. On a cité tout à l'heure, et au travers de ces quelques exemples, des progrès à faire en matière de conformité. En tout cas, les banques se trompent. Elles se trompent dans l'analyse de leur marché. Elles sont empêtrées dans la gestion de la disparition de leur réseau d'agences. Un jour ou l'autre, elles auront besoin de façon active des intermédiaires bancaires. Un jour ou l'autre, elles vont comprendre que payer le service que leur apportent les intermédiaires bancaires, ce n'est pas complètement débile. Et voilà. En attendant, il faut gérer le quotidien, faire bouillir la marmite, etc. Et je suis conscient des difficultés que ça représente. Mais vous voyez à travers les quelques exemples qu'on a pu donner, qu'en disant les choses de façon très claire, vous avez la CPR et la Cour de cassation qui protègent les banques. À la CPR, il y a une forme de conflit d'intérêts. Il y a quand même des moyens de contournement. On peut faire des choses. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, je ne suis pas Harry Potter, et il n'y a pas d'Harry Potter dans l'intermédiation bancaire. Mais on peut avoir des initiatives, on peut ne pas baisser les bras, et on peut montrer aux banques à quel point le dynamisme et l'organisation de l'intermédiation bancaire aujourd'hui, c'est la bonne solution pour la distribution de produits bancaires. C'est pas mal pour une fin de journée. S'il y avait encore une question, Laurent. Ah, encore vous. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Une question pour le démarchage bancaire. Oui. Moi, je travaille depuis chez moi, en fait, et je travaille avec le bouche à oreille. D'accord. Donc, à chaque Je fois... ne le connais pas. C'est quelqu'un de connu, le bouche à Ouais, oreille? ouais, ça marche très bien. Franchement, c'est pas mal. Systématiquement, quand je vais rencontrer les futurs clients à domicile, je suis dans le cadre du démarchage bancaire. Voilà, c'est ce qu'il faut considérer. Déjà, quand vous êtes en dehors de votre lieu de vente habituel, c'est le terme qu'utilise la réglementation, votre lieu de vente habituel, vous, il n'existe pas. Vous êtes comme moi, vous êtes une nomade professionnelle. Voilà. Mais en tout cas, quand vous êtes chez un client, dans son environnement, à son domicile, là, par définition, il faut considérer que vous êtes entré dans la zone du démarchage. D'accord. Ça, c'est prudent. Donc, je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Si j'ai un contrat qui est bien structuré, qui prévoit tout ça, etc., je suis à l'aise et je n'ai pas de questions à me poser. Et si demain, je me retrouve devant un juge qui dit « Mais dites donc, vous l'avez rencontré chez vous, ce client ?» Bah oui, il n'y a pas de difficulté et mon contrat le prévoit. Circuler, terminé. D'accord. Un autre point, alors je m'indigne parce que je perds beaucoup de conventions là, depuis le début de l'année. Vous n'êtes pas donc seul. je m'indigne voilà, ouvertement. Et effectivement, ça pose un vrai problème parce que
qu'est-ce qu'on devient, quoi. Et là, c'est quand même pas normal de nous demander à nous toujours d'être pile poil, respecter la réglementation. Enfin, je veux bien ok, c'est comme ça, on respecte, mais que les banques, elles, jouent le jeu, quoi, parce que voilà, c'est juste indécent ce qu'elles font, à savoir qu'on leur apporte quand même de nouveaux clients. Donc ce nouveau client, même si, parce que oui, le débat vient aussi du fait de faire les assurances emprunteurs en délégation, mais bon, là, on remplit, nous, notre job, c'est-à-dire qu'on sert le client. On n'est pas là pour dire, OK, je fais du business, OK, tu m'as Vous fait n'êtes pas ça, au service je te fais de la ça. banque, vous êtes au service du client. Voilà, là, j'ai l'impression d'être très loin de la réglementation dans laquelle on baigne, avec des banques qui fonctionnent encore. Ah ouais, mais si vous faites ça, moi, je vous fais ça. Enfin, voilà, j'augmente le taux. Oui, Enfin, oui. c'est n'importe quoi. C'est la raquette économique qu'on Voilà. évoquait tout à l'heure. Voilà. Et moi, je pense que j'ai perdu ma convention avec le Crédit Agricole parce qu'il y a eu une loi Bourquin et puis que j'ai fait quelques délégations d'assurance. Voilà. Bien sûr. Et j'en ai ras-le-bol de cette Je banque. ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais j'ai dit clairement, la norme existe, la substitution d'assurance, la liberté de l'assurance emprunteur, etc. Ce qui nous saute au visage comme manque considérable, c'est des tribunaux qui jugent et une police qui poursuit. Ouais. D'accord ? Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire que la substitution de l'assurance emprunteur existe depuis 2 ou 3 ans et le génie de Martial Bourquin, dont on ne sait pas d'ailleurs par quel endroit et quel jour et à quel moment exactement lui est survenue cette passion pour la substitution de l'assurance emprunteur. Ça reste un grand mystère. On est beaucoup à travailler à ce sujet-là. On va essayer de l'hypnotiser ou de lui faire un truc avec des neuroleptiques pour comprendre comment ce type-là, qui est sénateur du Doubs, région honorable, s'est un matin réveillé en disant « Mais oui, c'est bien sûr, je vais m'occuper de substitution assurance emprunteur ». En tout cas, il le fait. C'est bien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de police, il n'y a pas de poursuite. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ça ne fait pas 3 semaines ou 15 jours. Ça fait 10 ans que ça dure. Donc ça, c'est intolérable. Donc il y a plein de choses à faire. J'ai cité un exemple tout à l'heure un peu provocateur qui est de mettre dans les conventions de partenariat, de rappeler cette liberté. S'il y a une liberté, autant qu'on en profite. La bonne nouvelle, je ne suis pas sûr que vous la partagiez avec la même joie et allégresse que moi, mais c'est que cette protection qu'accordait la CPR, la Banque de France, la CPRC, la Banque de France, et la Cour de cassation, qui a toujours une jurisprudence favorable aux banques, est en train de s'effriter. Pourquoi la substitution est passée ? Mais parce que le syndicat professionnel bancaire a pris une énorme paire de baffes devant le Conseil constitutionnel en allant contester la substitution d'assurance emprunteur devant le Conseil constitutionnel et en se prenant une grande mandale sur le thème de « tout ça est bon pour la liberté contractuelle et la relation avec les clients ». Donc je sais que c'est un espoir un peu lointain et certainement théorique, mais dites-vous que les choses bougent. Le droit bancaire est de moins en moins le droit des banques. De plus en plus le droit des opérations bancaires et tout ça se fissure. Dernier exemple que je donne, puisque vous me posez la question, moi si j'étais à la CPR, j'irais regarder dans les établissements bancaires s'il n'y a pas des fichiers nominatifs sur les intermédiaires bancaires qui enregistrent qui vend quoi comme assurance emprunteur, qui enregistre, je dis des trucs complètement fantasmagoriques, c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Hein. Donc le travail va être vite fait, ils vont vérifier, ils vont évidemment voir qu'il n'y a rien. Mais nous, les petits, ça nous rassurera. Et donc dans ces fichiers, on pourrait trouver par exemple que les clients de tel intermédiaire bancaire, vous madame ou vous, ont substitué leur assurance emprunteur dans l'année qui a suivi le prêt. Hein. Ça, c'est aussi des petits pistages qui peuvent s'opérer. Bref, il doit exister des fichiers nominatifs. Il se trouve qu'il y a aussi une réglementation sur les données personnelles, le consentement, l'accès aux fichiers, les informations qui figurent sur vous. Voilà. Donc, même pour les clients, hein, ça fait. S'il y a des fichiers, non, mais ça n'existe pas, mais s'il y avait des fichiers dans les banques qui tracent des clients qui changent d'assurance emprunteur, les clients doivent pouvoir y accéder. C'est la liberté en matière de collecte et de protection des données personnelles. Voilà. Mais toutes ces idées saugrenues ne viennent pas donc à l'esprit des gens qui sont chargés de la justice bancaire et de la police bancaire, parce que leur mission de protection du système n'est pas forcément bien compatible avec la protection des clients, et que quelquefois il y a une forte préférence pour la protection du système au détriment de la protection du client, et malheureusement l'assurance emprunteur en est une illustration. Et donc je compte sur vous pour m'abreuver d'exemples concrets de mauvaises pratiques que les banques vous font subir, de façon à ce qu'on puisse les montrer de façon factuelle à la CPR, et que, non pas la terreur change de camp, mais les cauchemars et les nuits agitées changent de camp.
On voudrait avoir moins de nuagité du côté des IOB et plus du côté des superviseurs. Moi, j'en suis à un stade où aujourd'hui, voilà, comme j'ai perdu beaucoup de conventions, je me tourne vers des courtiers qui ont encore les conventions qui me manquent et qui me disent, par contre, pas de délégation d'assurance. Attention, on leur laisse la banque. Oh là là, mon Dieu, sinon je vais perdre ma convention. Mais alors, c'est vraiment plus correct. Enfin, on ne respecte plus rien, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est une atteinte à la liberté économique. Moi, je suis très féru de cette liberté-là, la liberté d'entreprendre, la liberté d'exercer. C'est une liberté qui est moins cotée dans nos sociétés que d'autres libertés, mais qui a une grande importance pour le bien-être de la société et pour le développement des professionnels. J'ai une dernière question. Ah, pardon. Excusez-moi. Un MIOB, est-ce que quand on a dans un contrat de MIOB envers un COB, est-ce que la notion d'exclusivité peut exister ou pas? C'est libre. Il n'y a pas d'impératif. D'ailleurs, dans aucun de ces contrats, il n'y a pas d'impératif en matière d'exclusivité. Simplement, si vous rentrez dans un contrat de MIOB des clauses contraignantes, on va dire, des clauses d'exclusivité, des clauses de non-concurrence, des clauses de non-réaffiliation et toutes ces clauses qui contraignent la liberté du MIOB pendant l'exécution du contrat ou après la résiliation du contrat, vous avez quelquefois certaines précautions juridiques à prendre ou certaines dispositions juridiques à prendre. Donc là, le MIOB peut être exclusif ou non exclusif, mais en tout cas, plus vous allez vers la restriction de sa liberté pendant l'exécution et après l'exécution, plus vous devez prendre des dispositions pour protéger la validité juridique de ces clauses. Merci. Merci. Jean-Bernard, tu voulais faire un commentaire? Non, Laurent, je voulais juste faire un commentaire factuel sur cette histoire d'assurance emprunteur. La CPR nous abreuve, ils l'ont fait encore hier. Pour ceux rares qui ne connaissent pas Jean-Bernard Valade, donc une des figures de proue de l'association professionnelle AFIB. Voilà, moi je vis tous les jours, puisque je fais partie de la commission des pratiques commerciales de la CPR. Ils ont le langage de dire qu'ils vont effectivement beaucoup chez les banquiers, vérifier, contrôler. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les amendes sont tellement faibles que le banquier préfère payer une amende et continuer à être dans l'illégalité la plus absolue. Alors, j'ai fait une proposition au CCPC, donc au comité consultatif de pratiques commerciales de la CPR, en disant que je souhaitais que les amendes soient multipliées par 10. Ouais, c'est ça, dans les 3 à 4 000 euros. Enfin bon, c'est ridicule pour une banque. Donc elle préfère largement continuer à percevoir de l'assurance emprunteur. Donc voilà, il va falloir que ça change. Mais Laurent, tu as parfaitement raison. Le problème, c'est qu'il y a un vrai conflit d'intérêts. La CPR, c'est la Banque de France. Et la Banque de France s'intéresse principalement aux banques plus qu'aux consommateurs. Donc le langage qui consiste à dire qu'ils font des contrôles chez nous pour être sûr que le consommateur soit parfaitement informé, c'est un très beau langage. Mais en réalité, la CPR, c'est la Banque de France. Là, si vous écrivez à quelqu'un de la CPR, c'est la CPR-banquefrance.fr. Voilà, point. Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les 85% de part de marché pour un produit vendu 2 fois plus cher, c'est des centaines de millions d'euros de ponctionnés sur le dos des consommateurs dans l'économie, au profit des banques directement, qui pratiquent les mêmes méthodes tout le temps. Tout le temps sur le TEG, TAEG, tout le temps sur la garantie, le cautionnement. Hein, on vous vend le cautionnement de la banque, qui est vendu 5 ou 6 fois plus cher que son prix normal. Enfin, toutes les pratiques sont de cet ordre-là. Donc c'est quand même ça qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, face à ce qu'on a dit et à ce que soulignait Jean-Bernard, j'ai dit tout à l'heure, il suffit d'un emprunteur, qui fait un procès avec un dossier super béton, super défavorable à la banque, qui passe tranquillement le tribunal de grande instance, la cour d'appel et qui va jusqu'à la cour de cassation, où on explique que ces pratiques de vente forcée, ces pratiques déloyales, ces pratiques de défaut de conseil, on les condamne. Il suffit d'un emprunteur. Et on se passe de l'avis de la CPR. S'il y en a 2, c'est bien. Bien sûr. Une dernière question? Allez, on prend une dernière question. Avant, il y a Laurent qui voulait poser une question. Alors, on termine. On m'entend là? Oui. En fait, j'avais une question par rapport à la prestation de conseil. Quand on signe un mandat avec un client, qu'on arrive à l'accord du crédit, voire mieux à l'offre de prêt éditée pour le client, et que le client décide de se rétracter. Dans certains cas, il se rétracte, surtout dans le cadre de contrat de réservation, il est un peu moins engagé souvent.
Est-ce que nous, on a le droit de facturer une prestation de conseil? Enfin, aujourd'hui, je ne le fais pas, je sais. Bon, Donc là, c'est la malheureusement- question en sens inverse. On ne peut pas commencer par un mandat de recherche de capitaux qui suit un régime juridique précis et se dire à un moment, parce qu'il se passe quelque chose, je change de contrat. D'abord, ça ne fonctionne pas pour une raison juridique très simple, c'est que le mandat de service de conseil en crédit n'existe que si vous avez un contrat de service de conseil en crédit. Donc, vous n'irez pas facturer quelque chose sans avoir de contrat. Et pour être très clair, tout le monde comprend bien dans votre exemple, pardonnez-moi, je vais être direct, mais que le client ne signera pas de contrat après avoir rétracté le premier. Ça n'aurait pas de sens. D'accord, donc on perd. Il n'y a rien à faire en fait. Si un client vous fait faire un travail, que le prêt n'aboutit pas, ou que le prêt, vous ayez une proposition, mais que le client ne va pas jusqu'au bout, il n'y a pas de mise à disposition des fonds, il n'y a pas de perspective de rémunération de votre travail. Le cas que j'évoquais tout à l'heure dans l'arrêt que j'ai précisé, là, c'est un cas où le client est allé jusqu'au bout en marchant sur la tête de l'intermédiaire, en faisant croire qu'il avait résilié le contrat, mais en utilisant le travail pour aller jusqu'au prêt. Pour aller jusqu'au prêt sans l'intermédiaire, ce que j'ai dit. Oui, ça fait partie des cas Il aussi. détourne la règle, mais là, dans ce que vous dites, si le client n'a pas de prêt, on ne fait pas payer le client. Si le prêt n'est pas obtenu et que aucune banque n'accorde le prêt, évidemment, on ne fait pas payer le client. On prend une dernière question de Laurent Garcia et on va boire le thé. Ou la bolée de cidre, ou ça dépend de l'endroit d'où vous venez. Oui, merci. Je suis toujours sur le sujet du conseil indépendant. On ne peut pas faire simultanément les deux. Par contre, le mandat peut-il se substituer au contrat de conseil indépendant? Je dis à mon client, voilà, j'interviens, je vous conseille, ça coûte X euros. Et si on fait un mandat de recherche de capitaux et que ma mission va jusqu'au bout, à ce moment-là, vous ne payez pas le premier contrat, vous payez le second. Donc pas de difficulté, Laurent. Encore une fois, les contrats peuvent se succéder à condition de bien avoir prévu leur succession et à condition de bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de simultanéité d'exécution de contrats différents. Ça, c'est la précaution. Donc dans ce sens-là, ça pourrait se faire. Quand vous avez un contrat qui prévoit une rémunération et que vous dites au client vous ne me paierez pas, en général, le client ne se plaint pas. Enfin, moi, je n'ai pas vu de cas de client qui réclame de payer quand vous lui dites vous ne me devez rien. Enfin, même à titre personnel, en tant qu'avocat, parmi les IOB, aucun IOB ne paye quand on ne lui a rien réclamé. Le phénomène ces derniers temps qu'on a remarqué, notamment avec plusieurs confrères, c'est cette idée où le client signe son mandat, on obtient, comme disait la personne précédente, on obtient le crédit et il se sert du travail effectué pour justement, à ce moment-là, aller négocier par lui-même les conditions auprès du même banquier ou d'un autre établissement. Donc, l'idée que je souhaite mettre en place dans mes structures, c'est justement de dire, voilà, on vous fait un travail de conseil qu'on facture tant. Par contre, ce travail ne sera pas facturé si vous nous accordez votre confiance sur le mandat et que nous faisons le travail ensemble. Suis-je dans l'illégalité, du coup? Ça paraît pas choquant. En réfléchissant, je ne vois pas l'avantage que ça procure, puisqu'à aucun moment le client n'a payé, et qu'on est toujours en risque, dans un cas comme dans l'autre, que le client ne paye pas. Le vrai risque, en fait, c'est celui-là, c'est que le client vous dise oui, signe des contrats, accepte de changer, mais si vous lui dites vous ne payez pas, il ne paye pas. Oui, mais ça c'est que dans le cas où ça n'aboutit pas. C'est-à-dire que dans mon idée, on prendrait un acompte sur le contrat de conseil. Le conseil se facture X euros, on prend un chèque de X euros qui ne sera pas encaissé si on va jusqu'au bout de l'autre contrat. Donc c'est une autre question qui est celle de savoir si on peut prendre un acompte dans un contrat de conseil. Il faut que j'y réfléchisse plus précisément. Rien ne s'y oppose comme ça en l'état. Il faudrait qu'on regarde dans les contrats de consommation s'il y a cette possibilité de prendre de l'argent par avance. Vous avez toujours une solution qui est peu usitée, qui n'est pas forcément simple, puis qui a un coût aussi, pour tout dire, mais qui est de demander au client de séquestrer des sommes chez quelqu'un qui sait les séquestrer, un notaire, un avocat. Je vous déconseille les services de séquestre des avocats qui sont particulièrement catastrophiques, si personne ne répète ce que j'ai dit là. Ceux des notaires sont catastrophiques aussi, mais assez efficaces et assez reconnus. Les huissiers de justice ont les mêmes. Les huissiers de justice ont un bon système de séquestre aussi.
c'est des types sympas. Moi, j'ai plein de copains huissiers de justice. C'est des gens avec qui on peut discuter. Ils sont toujours aimables, pleins d'humour. Ils ont toujours des trucs à raconter. Donc le système du séquestre peut être aussi, si c'est votre recherche, une façon de ponctionner des sommes, de les mettre de côté, de dire je ne les ai pas perçus puisque vous ne les percevez pas. Hein. C'est le même système que celui qui existe dans le compromis de vente chez le notaire, quand on bloque, les 10% et on dit bah, si on s'entend bien à la fin, on vous rendra les 10%. Tout ça, ça reste bloqué chez le notaire. Donc ça, c'est aussi des techniques que vous pouvez activer quand vous êtes inquiet. Après, je vais vous dire, la difficulté pratique, c'est que vous n'allez pas faire ça avec tous les clients. La difficulté pratique devient vite dans ce type de problématique. Comment je repère le client qui va me poser des difficultés en matière de rémunération? Pourquoi j'applique à celui-là cette technique que j'applique pas à l'autre? C'est ça qui va se poser en pratique. Si vous imaginez que si vous devez prendre des acomptes, créer un contrat de conseil pour tout le monde, voire pratiquer le séquestre pour tout le monde, et puis ensuite regérer tout ça, voilà. Ça reste compliqué. Une autre voie qu'on n'a pas évoquée, hein, mais que vous rencontrez tous, il faut être très ferme dans le recouvrement des honoraires. Jamais baisser les bras. C'est terrible, hein, parce que c'est des petites sommes, pas petites pour vous. On a 1000 euros, 1200 euros, quelquefois un peu plus d'honoraires. On ne peut pas passer des siècles et mandater 50 avocats pour recouvrer 1200 euros. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Systématiquement, les lettres de relance, la mise en demeure, systématiquement l'injonction de payer. On peut se retrouver au tribunal d'instance. Moi, j'y vais vendredi pour un sujet comme celui-là, en race campagne. Mais voilà, ne pas baisser les bras sur le recouvrement des honoraires, c'est très important. Et ne pas laisser se répandre dans votre... Vous faites un commerce de rue, vous êtes dans des zones de proximité, ne pas laisser se répandre que vous êtes faible dans le recouvrement de vos honoraires, parce que c'est des choses qui savent aussi vite que se répand votre technicité et votre grande capacité dans le métier. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos activités et un grand merci pour votre attention.